L'exercice pour moi aujourd'hui est un peu difficile en raison du mérite évident de la mise en scène de Guillaume Béguin qui réadapte le texte de Shakespeare et introduit des données nouvelles. C'est des modifications, des brouillages que reflète d'ailleurs le titre donné à la pièce, non pas Macbeth, mais Où en est la nuit? C'est une phrase détachée de la scène 4 de l'acte 3. Le fantôme de Banquo vient de quitter le banquet funeste. Macbeth est resté seul avec sa femme. Il se dresse plus farouche, plus déterminé que jamais. En faisant ce constat, désormais, le sang appelle le sang. Et donc, il va s'apprêter, d'ailleurs, à commettre un nouveau crime. Vous savez que la pièce est construite autour de 3 crimes. À l'acte 2, c'est l'assassinat sacrilège du roi Duncan. À l'acte 3, c'est l'assassinat fratricide de Banquo, donc son alter ego. Et à l'acte 4, eh bien, c'est l'assassinat de Lady Macduff et de son fils et de toutes les personnes qui étaient dans le château. Le tout enveloppé de vapeurs infernales, celles des sœurs fatales, ce qu'on appelle les Weird Sisters, les sorcières, qui ont, à l'acte 1, donné corps à de sombres désirs de puissance, et que Macbeth a décidé de retrouver, de forcer à parler pour connaître, juste avant le dernier crime qu'il va commettre, pour connaître l'avenir de la lignée de Banquo. Il le fait, ce dernier crime, vous savez, d'ailleurs, a parfois posé des problèmes aux différents metteurs en scène qui ne l'ont pas représenté sur scène, tant le meurtre d'un enfant pouvait paraître ici insoutenable. Alors, la réinterprétation donnée par Guillaume Béguin se concentre là-dessus. En effet, il est vain de répéter à non plus finir que cette tragédie de 1606, qui a été une année marquante, des 6 dernières années, les grandes années théâtrales de Shakespeare, Lear est de la même année que Macbeth, Antoine et Cléopâtre vient juste après. Donc c'est pas la peine de répéter constamment, c'est la tragédie de la noirceur, du mal, du monstrueux. Ça ne nous permet pas d'aller beaucoup plus avant dans la compréhension de la pièce. Donc Guillaume Béguin réadapte la pièce en multipliant les échos à la fois intérieurs à l'œuvre de Shakespeare et aussi par rapport à l'Antiquité. Et il cristallise le tout autour de cette question « What is the night ?» Ce que l'on peut traduire très platement, « Quelle heure est-il » What time of the night is it? C'est en fait ça que ça veut dire. Ou de façon plus poétique, plus riche, comme plus riche d'évocations et d'harmoniques, comme l'a fait Yves Bonnefoy dans sa traduction, La nuit, où en est-elle? D'où le titre, n'est-ce pas, où en est la nuit? Et la réponse de Lady Macbeth à cette question, c'est traduit toute l'indécision que Guillaume Béguin met ici en scène et en évidence. Elle est aux prises avec le matin. Est-ce l'un, est-ce l'autre? Bon. Ce moment d'indécision fait justement le prix de la pièce entre le clair et le noir, entre la noirceur de la nuit et un autre jour qui pourrait pointer. D'où, toujours dans la conception commentée par Guillaume Béguin de sa mise en scène, la problématique qui s'en dégage pour lui, et je crois avec beaucoup de subtilité, de dire Macbeth n'est peut-être au fond qu'une figure d'un roi de transition entre 2 figures souveraines, celle de Duncan d'un côté, qui baigne dans l'aura de sainteté d'Édouard le Confesseur, que son fils va rejoindre, roi d'Angleterre, auprès de qui il a trouvé refuge. Nous sommes en effet, vous savez, dans la pièce, aux âges farouches de l'Écosse du XIe siècle, quand en Angleterre régnait Édouard le Confesseur, n'est-ce pas, de 1042 à 1066, lequel Édouard le Confesseur fut canonisé en 1161. Alors, cette situation va d'ailleurs très bien ressortir à une vieille tradition médiévale, cette notion de roi de transition,
c'est-à-dire entre deux moments, entre Duncan et Malcolm, vous avez ici cette période de trouble, de renversement de toutes les valeurs, et qui correspond, je dirais, à la tradition bien connue carnavalesque à l'époque médiévale, de ce grand tohu-bohu. D'ailleurs, le mot de hurly-burly est employé dès les premiers vers de la pièce, qui met tout en dessus-dessous, qui renverse les hiérarchies, et moment nécessaire où tout bascule pour pouvoir fonder un nouvel ordre. Donc cette idée est une idée intéressante pour entrer dans la compréhension de la pièce. Et puis, il y a bien sûr cette seconde idée, nous y reviendrons, de ces obscures clartés de la nuit ou de ces assombrissements du jour, indécision entre la nuit et le jour, qui intéresse au plus haut point ici le metteur en scène. Seulement voilà, dans cette vision que j'apprécie particulièrement, Guillaume Béguin a quand même supprimé, je ne dis pas le noir, ni la fantasmagorie nocturne, que d'ailleurs souligne le contraste aveuglant qu'il établit lorsqu'à l'acte 4, Macduff rejoint Malcolm à la cour d'Angleterre et que le tout se trouve sous la vision d'une blancheur éclatante ou aveuglante à l'arrière de la scène. Donc, ce que Guillaume Béguin a supprimé, c'est la question au fond qui m'intéressait, c'est qu'il a supprimé les scènes de sorcellerie et d'envoûtement et au fond les figures de l'enfer. Les trois vieilles sorcières barbues, c'est vrai que les barbes rejaillissent un peu après sur les personnages, mais enfin, les trois vieilles sorcières barbues du début, les Weird Sisters, ne sont pas présentes comme telles. Le portier, donc ni à l'acte 1 ni à l'acte 4, on y reviendra, le portier infernal à la scène 3 de l'acte 2, If a man were porter of Hell Gate, donc c'est les portes de l'enfer, c'est pour ça que je donnais comme titre à cette conférence, les portes de l'enfer. C'est une figure sortie des grands mystères médiévaux que Shakespeare connaissait très bien, d'ailleurs lui-même. Et je dirais que non seulement ces figures de l'enfer sont effacées, mais également le spectre de Banquo, au fond, se trouve ici, lui aussi, réduit dans sa valeur centrale. Et pour finir, la forêt de Burnham, en marche également, n'apparaît pas directement. Seulement, Guillaume Béguin a eu, évidemment, à la place de cela, il a eu l'idée de recourir à la théogonie d'Hésiode. D'abord dans le prologue, donc il remplace les Weird Sisters par l'évocation du chaos, n'est-ce pas, de l'abîme, de la faille originelle, d'où vient justement Melaina Nux, la nuit noire, avant que de celle-ci sorte Himéré, le jour, la lumière du jour. Et puis la castration d'Ouranos, du ciel par Cronos, va entraîner ici, au fond, la naissance d'Aphrodite. Je fais remarquer d'ailleurs que c'est certainement en raison de cette castration d'Ouranos par Cronos que Béguin a utilisé aussi, a repris du Macbeth de Heiner Müller la castration ici de Banquo, le sexe tranché de Banquo, qui n'est pas bien sûr dans le Macbeth de Shakespeare. Et puis, toujours chez Hésiode, ce qui fait suite, c'est le règne de l'amour et du désir, Eros d'un côté, Himéros de l'autre, chez les hommes et chez les dieux. Donc il y a une séquence qui est empruntée ici à Hésiode et dont on voit bien les harmoniques qu'elle rencontre avec la pièce de Shakespeare, le vide, au départ, la faille ou le vide, la nuit, bien sûr, au cœur de laquelle on s'installe, et puis l'amour. Et ça s'est substitué finalement à nos Weird Sisters, c'est-à-dire à ces parcs fatales qui étaient devenus des sorcières à l'époque médiévale, des suppôts du diable. Dans le troisième intermède, second passage emprunté à Hésiode, c'est cette fois la question de Cronos et de Zeus, donc la question du fils qui est sauvé de la voracité d'un père meurtrier et qui va s'imposer comme roi de l'univers, ce qui d'ailleurs consonne bien avec le fait que le fils de Duncan, Malcolm, finit lui-même par
devenir le roi de l'Écosse. Et enfin, dans le deuxième intermède, un autre passage de la théogonie est encore utilisé, celui du partage entre la nuit et le jour, et la nuit qui est accompagnée du sommeil et de la mort. Donc voir clair, toute une dialectique se met en place, voir clair dans la nuit, laisser se brouiller ce qui semblait clair. Au fond, on comprend ici, peu à peu, la façon dont l'introduction de ces évocations, de cette mythologie, entre en résonance avec la texte de Shakespeare et du même coup lui donne peut-être aussi une profondeur nouvelle. Et puis, il y a une deuxième, je dirais, interpolation massive dans la pièce elle-même, justement, je dirais presque à la place de Banquo, en plein cœur du banquet funeste, qui aurait dû au fond se cristalliser autour des terreurs imaginaires et fantasmés de Macbeth face au spectre de Banquo. Eh bien, ce sont tous les passages qui sont empruntés à la pièce Au songe d'une nuit d'été, c'est-à-dire une pièce antérieure de Shakespeare, composée dans les années 1595-96, donc à l'époque de Roméo et Juliette. Hein. Là, nous sommes ici en 1606. Alors, ça a un double intérêt, là aussi. Je suis donc bien obligé de commencer ainsi pour que vous ne soyez pas non plus trop désarçonnés ou déboussolés par la mise en scène. Je crois qu'il y a une pensée réelle, profonde, qui est là derrière, que l'on peut discuter, bien sûr, mais qui compte, qui doit dégager. Et l'intérêt du songe du lit d'été, c'est d'introduire cette fois le théâtre dans le théâtre, hein, comme une sorte de divertissement proposé à la cour au moment, en fait, où ils sont tous réunis pour le banquet et où Banquo va s'asseoir à la place de Macbeth. Et donc, ça correspond à la vision que Shakespeare avait du monde comme une scène. Et il y a là, bien sûr, un écho évident, d'ailleurs mentionné dans le petit texte que Guillaume Béguin a donné, sur l'homme et le songe du nombre, c'est-à-dire à la huitième, je vous donne la référence, la huitième Pitique de Pindare, ô êtres éphémères que sont les hommes, n'est-ce pas? L'homme et le songe du nombre, skias, onar, anthropos, un des plus beaux, évidemment, vers de Pindare, et qui se retrouvera chez Shakespeare, mais non pas comme suite de Pindare, dans l'expression « Life's but a walking shadow ». La vie n'est qu'une ombre qui passe. Bon, donc, cette référence ici au songe du lit d'été met en jeu à la fois l'amour et la mort, mais dans les illusions de la nuit seulement, dans les illusions de la féerie ou du royaume de féerie, pour s'effacer dans la pièce de songe du lit d'été avec l'arrivée du jour, avec la clarté athénienne de Thésée. Donc là encore, c'est une intervention dans le texte qui a aussi sa profonde raison d'être. Et il y en a encore une troisième, ce sont les sonnets de Shakespeare. Alors, je ne vais pas les commenter ici, on n'en sortirait pas, mais le metteur en scène, c'est quand même intéressant, les met dans la bouche de certaines figures, pas n'importe lesquelles, justement les sorcières. Donc les Weird Sisters que nous n'avons pas dans leurs artifices diaboliques, dans leurs chaudrons bouillonnants, n'est-ce pas, tels que Shakespeare les évoque, nous les avons en train de prononcer, de réciter des sonnets de Shakespeare. Évidemment, c'est assez extraordinaire. C'est donc soit les sorcières, soit Lady Macbeth elle-même, soit même Banquo, et Banquo justement dans la scène où du banquet où il réapparaît comme fantôme, qui se mettent à ici évoquer, à réciter des sonnets de Shakespeare, eux-mêmes d'ailleurs fort bien choisis. Alors c'est quand même une façon d'effacer dans la poésie, ou de transcender dans la poésie, les intrusions démoniaques ou spectrales. Mais moi, je tiens à mes diables et à mes sorcières. Et j'y tiens, je dirais ici, c'est le titre que je vous ai donné, Macbeth, les portes de l'enfer. Elles sont mentionnées comme telles, n'est-ce pas, à travers la scène, évidemment, comique ou grotesque, du portier ivre, n'est-ce pas, quand on tape à la porte, hein, Hell Gate. J'y tiens pour deux raisons. Alors, une qui est encore ici une introduction que je vais vous faire, pour des raisons historiques.
pour l'ancrage historique de cette pièce de Macbeth. Il faudrait bien que je vous donne quand même quelques cadres à ce sujet. J'invente rien là, c'est simplement, je reprends ce que les biographes de Shakespeare ont déjà depuis longtemps mis en lumière. Et puis pour une seconde raison, parce que les données de l'enfer, ce sont justement celles qui nous introduisent le mieux à la question de l'intériorité, de l'intériorisation du drame. Les fantasmes infernaux, c'est la clé, si je puis dire, de Macbeth. Alors, là, je vous rappelle que d'abord, Shakespeare n'invente rien, il n'invente jamais rien. Il reprend, il suit même de très près une fameuse chronique, les chroniques de Raphaël Holinshed, qui sont dans les années 1570-1587, hein, Shakespeare commence un peu plus tard, les chroniques d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Nous sommes bien dans le nord de l'Écosse au XIe. Macbeth est le fils du Thane. Le Thane, c'est Thane, c'est le baron de Glamis, cousin germain du roi Duncan. En chemin vers Forest où loge le roi, il rencontre, c'est là où c'est dit, 3 femmes dans une lande qui le saluent, Thane of Cawdor d'abord, hein, et futur roi d'Écosse, et qui promettent à Banquo qui les interroge également, une longue lignée royale. Bon, alors le reste Shakespeare le suit de près. Notez quand même que il y a une petite différence, c'est que Duncan, en intronisant tout de suite son fils prince de Cumberland, nous dit-on, lèse Macbeth, parce que selon les lois du royaume, si le successeur n'était pas en âge d'assumer la charge, alors c'était aux plus proches parents du roi que la charge revenait, donc à Macbeth. Et c'est ce qui donne à Macbeth l'idée, non pas d'attendre, mais cette fois d'envisager de se débarrasser du roi, ce qu'il fait, nouvelle différence avec Shakespeare, ce qu'il fait en ayant comme complice Banquo. Enfin, Banquo sait quel est le projet de Macbeth. Pourquoi Banquo, chez Shakespeare, est d'une rectitude morale absolue? Eh bien, c'est parce que, j'y reviendrai un peu plus loin, les convenances exigeaient que Banquo, qui est le supposé ancêtre, ce que nous dit la chronique des rois d'Écosse, qui sont maintenant au pouvoir avec James I, donc Jacques VI d'Écosse, Jacques Ier d'Angleterre, il fallait que son ancêtre fût sans reproche. Et enfin, la fameuse scène du banquet, la fameuse scène du meurtre, est empruntée à un autre endroit de la chronique, et à une autre histoire de la chronique de Holinshed. Il s'agit du roi Duff, qui est tué par un certain Dunwald et qui est poussé à l'instigation de sa femme. Et puis des prodiges vont suivre. Autre différence importante, devenu roi, Macbeth gagne la faveur des nobles par sa libéralité. Il gouverne avec justice. Duncan était un roi trop faible, et ce gouvernement équitable dure une dizaine d'années. Et puis la cruauté va reprendre le dessus. Pourquoi? Parce que toute personne qui s'est emparée du trône par le sang sait qu'il peut risquer l'appareil, et donc au bout d'un moment, avec en plus le retour du remords, il fait dans sa crainte, il retrouve sa cruauté fondamentale. C'est un homme vaillant mais cruel, et il n'a pas oublié la prédiction qui a été faite à Banquo. Il le fait donc assaillir avec son fils Fléance, qui lui, évidemment, peut échapper et s'enfuir. Vous remarquerez que donc Shakespeare a supprimé les 10 années du règne plein de justice de Macbeth, et il a enchaîné, si je puis dire, tout de suite la mort de Banquo pour introduire le spectre au cours du repas qui est donné au roi Duncan. Bon, Shakespeare suit ensuite pas à pas la chronique. Je n'ai pas à y revenir, si ce n'est pour souligner que c'est également dans la chronique qu'il est bien mentionné la caractéristique de Macduff, qui va le révéler à Macbeth sur la fin. Une mère ne m'a pas mise au monde, mais on lui décousit le ventre pour m'en arracher, ce qui explique alors évidemment l'ambiguïté de la prédiction de la sorcière qui avait dit à Macbeth: tu n'as rien à craindre,
d'un homme qui soit né d'une femme. Eh bien, Macduff n'est pas né d'une femme au sens strict, puisqu'il a été arraché ici au ventre de sa mère. La question, donc ça, c'est la source de Shakespeare. Maintenant, pourquoi Shakespeare va s'intéresser à ce sujet? Et là, les biographes ont donné évidemment tous les éclairages nécessaires, aussi bien Ackroyd que Greenblatt, par exemple. Et rappelez-vous la situation, nous sommes, il faut se rappeler qu'au début de l'année 1603, la reine Élisabeth Ier est morte, son successeur est un Stuart, c'est Jacques VI d'Écosse, qui devient Jacques Ier d'Angleterre. À ce moment-là, la troupe de Shakespeare, qui était la troupe du grand chambellan, qui était souvent reçu à la cour de la reine, change encore de statut, puisqu'ils deviennent les comédiens du roi, cette troupe à laquelle appartient Shakespeare et comme acteur et comme auteur, qui se produisait au Globe et à la cour à la fois, au Globe qui avait été nouvellement créé en 1599. Enfin, je vous rappelle ces petites données historiques pour que vous situiez un peu les choses. Et les comédiens du roi portent la livrée royale, c'est-à-dire que Shakespeare est celui qui, au fond, réussit ce grand tournant, qui transforme le statut des comédiens qui jusque-là étaient parfois des vagabonds que les municipaux chassaient des bourgs lorsqu'ils y pénétraient. Ils deviennent maintenant, au fond, des figures qui sont ici sous haute protection et même portant la livrée royale. Et puis il y a la peste qui frappe Londres en 1603, ce qui fait que le nouveau souverain ne fera son entrée officielle à Londres qu'en 1604. Cette période est aussi une période où Shakespeare, qui est un homme très avisé en affaires, un homme d'argent, avait fait à l'été 1605 des investissements importants à Stratford, qui était son village natal. Il avait acheté l'une des deux plus belles maisons de Stratford, à New Place, en 1605, et il avait affermé en 1605 une part des dîmes de la commune, ce qui rapportait évidemment gros. Et je vous dis cela pourquoi? Parce que il allait ainsi assez souvent de Londres à Stratford, et sur le chemin entre Londres et Stratford, il y a Oxford. Et donc, d'ailleurs, il s'arrêtait à la taverne des Davenants, et le fils du tavernier, qui lui-même était devenu ce tavernier maire d'Oxford, ce fils était devenu le filleul de Shakespeare. Sous le nom de William, on suppose même que c'était le fils adultérin de Shakespeare. Donc, je vous dis cela pourquoi? Parce que la même année 1605, l'université d'Oxford organise 4 spectacles pour la première visite officielle que le nouveau roi rend à la ville universitaire. Et on donne à ce moment-là un spectacle, un device, un intermède, qui est confié à un très grave professeur de St. John's College, un nommé Gwyn, pour accueillir le roi à l'entrée. Alors tenez-vous bien, voilà comment on accueille le roi. 3 sibylles, qui sont joués bien sûr comme à l'époque par des garçons déguisés, ce qui ajoute une touche supplémentaire à l'érotisation de la scène. 3 sibylles, les bras chargés de branchages, comme si elles provenaient d'un bois. Tiens donc, la forêt de Burnham se retrouve là déjà un peu illustrée, saluent le roi, le nouveau roi et sa descendance, comme roi d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Et lui rappelle le souvenir légendaire, c'est le sens de cette petite intermède, d'un seigneur écossais du XIe siècle, nommé Banquo, lointain ancêtre des Stuarts, à qui trois personnages avaient prédit, disait-elle, le pouvoir royal qui reviendrait à ses descendants. 1 an après cet accueil de Jacques à Oxford, les comédiens du roi, donc ceux de Shakespeare, vont jouer Macbeth devant le roi, au moment où celui-ci reçoit d'ailleurs son beau-frère, le roi de Danemark. Et là, Shakespeare fait apparaître les 3 sœurs prophétiques, et à travers elles, il fait apparaître la lignée des 8 rois issus de Banquo, et le 8e, vous le savez, porte un miroir magique que sans doute d'ailleurs l'un des comédiens devait alors présenter
à Jacques, à James the First, n'est-ce pas, pour qu'il se voie lui-même en reflet dans ce miroir qui faisait le lien depuis Banquo jusqu'à lui-même. Donc cette tragédie macabre, c'est aussi, et on ne peut pas l'ignorer, une scène d'apologie et d'hommage, une vision rassurante qui est offerte au nouveau roi d'une succession dynastique et ininterrompue. Mais un hommage, et c'est là l'astuce, qui était indirect et qui remontait à un passé de légende qui portait non pas sur un homme, mais sur une lignée. Et à la tête de la lignée, Banquo était alors un homme parfaitement droit et non pas le complice de Macbeth. Donc la pièce met en acte l'instauration d'une royauté bénéfique au sortir des massacres, des trahisons ou des malheurs, qui sont également ceux que l'on connaît dans cette période élisabéthaine. Et je répète que je le dis, car ceci justifie parfaitement l'accent qui est mis aussi dans le contraste de la mise en scène sur cette sorte d'auréole, de clarté, d'aura, de blancheur lumineuse qui entoure la cour d'Angleterre lorsque Malcolm reçoit Macduff. Mais il y a quelque chose de plus encore, parce que vous avez vu tout de même que le petit intermède joué au roi à Oxford présentait 3 gentilles sibylles. Or, Shakespeare, lui, met 3 horribles créatures, n'est-ce pas, sorties tout droit de l'enfer, des suppôts du diable, dans un contexte de hideur qui remplace les jolis garçons déguisés en filles d'Oxford. Et là, il faut tenir compte de la personnalité du roi. C'était un homme érudit, un homme instruit, mais qui était hanté de terreur. Et je veux dire, à juste titre, les souvenirs atroces de son enfance, son père mort assassiné, sa mère, mais vous la connaissez, c'est Marie Stuart, décapitée par Elisa sur ordre de la reine. Lui-même a été rescapé de tentatives de meurtre. Je reviendrai sur une toute récente qui est survenue en Écosse. Bref, on nous dit que la simple vue d'un poignard, d'une épée nue, provoquait chez lui des crises de panique. Alors vous imaginez quand même que la pièce de Macbeth fait surgir comme ça un poignard sous le nez de Macbeth et donc du roi. Et il craignait non seulement le poignard, mais également les sortilèges des vieilles. Il avait écrit un traité de démonologie, il avait promulgué d'ailleurs en 1604, tout ça c'est la même période, un acte contre quiconque s'emploierait à des agissements d'envoûtement, de sortilèges, de jeter des mauvais sorts ou de tentatives pour, ici, prédire l'avenir. La magie était donc considérée comme un crime. Seulement voilà, c'était un crime, il n'y croyait pas, mais il était quand même fasciné par cela. Et cela, on le sait, en raison d'une anecdote très particulière, le fait que c'était en l'année 1589, un peu avant, lorsque Jacques VI était donc régné en Écosse, il s'était marié avec Anne de Danemark. Et une terrible tempête empêche Anne de venir, donc il part, lui, en Danemark, en Norvège, pour rejoindre la nouvelle épousée. Et il est pris dans une terrible tempête, au fond il aurait pu disparaître, et on nous dit que c'était dû à une intervention maléfique. Alors l'enquête, ensuite, menée avec les moyens que l'on connaît bien à l'égard des malheureuses sorcières et des malheureuses vieilles femmes, l'enquête met à jour un réseau supposé de sorcières à North Berwick, qui est à 30 km d'Édimbourg, et l'une des malheureuses, Gillis Duncan, torturée, confessa d'horribles rituels, comme ceux d'ailleurs qui sont mis ici en scène dans la pièce de Shakespeare. Le roi, fasciné et horrifié à la fois, lui ordonna de rejouer la danse, la gigue avec laquelle les sorcières étaient entrées, avaient fait effraction dans l'église, et certes, disait-il, tout cela n'était que des mensonges invétérés, seulement l'une des femmes en question, Agnès Sampson, les noms, n'est-ce pas, l'avait pris à part pour lui répéter les paroles intimes que les nouveaux mariés s'étaient échangés le soir de leur noces en Norvège. Enfin, donc c'est vous dire à ce moment-là l'état dans lequel se trouve, si vous voulez, ici James I. Donc,
avec Macbeth et avec ses sorcières, Shakespeare, de façon très habile au fond, entendait capter l'imagination du roi qui était envoûté par les spectacles démoniaques auxquels il ne croyait pas, mais dont il savait qu'ils menaient les hommes à leur perte. Et puis, dernier événement, j'allais dire qui met le feu aux poudres sans strict, c'est le 4 novembre 1605, vous avez la fameuse conspiration des poudres. C'est des barils d'explosifs qui sont mis dans le Fawkes, qui sont mis dans le Parlement, dans les caves du Parlement, pour faire sauter le Parlement et le roi. Ça a été déjoué in extremis grâce à l'intelligence du roi, sa sagacité, qui déchiffre un message où il comprend que ça doit se trouver dans un endroit caché, et donc il demande que l'on vérifie dans les sous-sols, et c'est comme ça qu'on découvre l'explosion qui aurait pu effectivement tout détruire. C'était l'œuvre de conjurés catholiques, bien sûr, fanatisés par le refus du roi d'étendre la tolérance religieuse aux papistes de l'Angleterre réformée. Et on exécuta d'ailleurs le jésuite Henry Garnet, qui faisait partie de la mission jésuite clandestine. Alors, les biographes de Shakespeare savent que Shakespeare avait souvent eu affaire aussi à des jésuites, enfin, je passe sur cette histoire-là, mais ce jésuite avait écrit, c'est ça qui est important, un traité sur l'équivoque, c'est-à-dire sur l'art de donner par serment des réponses trompeuses pour la bonne cause. Or, c'est précisément l'un des personnages qui est évoqué par le gardien de nos portes de l'enfer à la scène 3 de l'acte 2, lorsqu'on frappe à la porte et qui nous dit « voilà que vient le grand équivocator », le grand équivoquant, celui qui crée partout des équivoques. Donc, référence précise, bien sûr, à cette fameuse histoire du jésuite comploteur qui avait failli ici conduire le roi à sa perte. Et n'oublions pas encore les imprécations de Macbeth un peu plus loin, à la fin de la pièce, à la scène 8 de l'acte 5, contre les formulations ambiguës, trompeuses des vieilles maudites qui l'ont mené à sa perte. Il dit je commence à douter, à mettre en doute the equivocation, les équivoques du diable, that lies like truth, qui ment sous guise de vérité, qui ment en disant vrai. C'est ça, le vrai ment, comme l'adverbe, c'est pas vraiment. Le vrai ment, c'est ça vraiment. D'ailleurs, c'est la quintessence de la psychanalyse si on en croit Lacan, c'est pas la vérité menteuse. Bon, donc il nous fallait replacer, si je puis dire, Macbeth dans ce contexte, à l'époque du complot des poudres, des jésuites, des sorcières, une époque qui plonge le roi dans la terreur, qui plonge la ville de Londres dans l'incertitude d'une guerre de religion qui pourrait se renouveler entre puritains et papistes. Il y a même des fausses rumeurs d'assassinat du roi par un poignard empoisonné. Tout le pays est plongé dans un complet cauchemar. Et là, au fond, on comprend un des aspects de la pièce. Macbeth, tout en exerçant son emprise sur l'esprit d'un roi fasciné par le démoniaque, fait fonctionner sa pièce comme un rituel collectif destiné à rétablir la confiance. Au fond, que s'est-il passé dans cette période de transition? Le meurtre d'un roi, l'effondrement du droit, un royaume arraché aux mains ensanglantées des traîtres. Ces événements sont rapportés à l'époque lointaine du XIe siècle, mais permettent aux spectateurs du XVIIe siècle de contempler une version symbolique du désastre auquel ils avaient échappé et d'assister à la non moins symbolique restauration triomphale de l'ordre, d'où le fameux acte 3, dont la mise en scène a écarté un petit passage tout de même capital à mes yeux, mais a compris les noms des modernes, sur les rois thaumaturges, c'est-à-dire ces rois guérissant des écrouelles. C'est Édouard le Confesseur qui imposait les mains et qui sauvait ici, et qui guérissait ainsi les malheureux malades. Bon. Donc, j'ai fait ce détour avant de revenir maintenant au texte de la pièce pour à la fois situer son ancrage historique et cette importance ici de la démonologie dans la pièce de Shakespeare. Rien n'est gratuit, comme vous le savez, chez Shakespeare, homme d'affaires trop avisé pour se laisser aller comme ça à des improvisations. Et
Si on revient au texte de la pièce, j'y reviens également en signalant une petite chose, c'est qu'en 1480 était sorti, enfin c'est l'édition chez Plon, le fameux Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, produit par l'université de Cologne, le marteau qui abat les maléfiques, n'est-ce pas, les femmes maléfiques, et où on avait défini les apparitions qui arrivent en songe aux dormeurs, et que les démons savent. Alors, on explique le mécanisme physique par lequel est mis en branle dans le cerveau, justement, ces puissances d'imagination. Mais les démons, disent-ils, savent faire la même chose. Donc les démons, c'est comme les signifiants lacaniens, si vous voulez, ils savent faire la même chose que ce qui se produit par nature. Et nos théologiens avisés, nos redoutables inquisiteurs, bien sûr, n'étaient pas pris au dépourvu. Ils savent déclencher en nous, non seulement en songe, mais même en état de veille, ils savent mettre en branle, en mouvement, dans les régions de notre cerveau, c'est ce qui est dit, le cerveau, le conservatoire des impressions, des puissances d'imagination et de fantaisie, ce qui a pour effet alors qu'on s'imagine qu'une telle chose existe, et c'est cela que le texte appelle la tentation intérieure. Donc le diable, c'est fondamental, le diable, c'est la tentation intérieure. La mise en scène des atrocités démoniaques qui sont à l'entrée de la pièce ne sont qu'une façon de rouvrir un espace de ténèbres qui nous habite au plus intime. Ce qui bouillonne d'excrémentiels, de corps morcelés, de déchets dans le chaudron des sorcières. Donc ce hideux chaudron, ça donnera les vers les plus célèbres de la culture anglaise, Double, double, toil and trouble, fire burn and cotton bubble. Lorsque les sorcières sont en train de touiller comme ça le chaudron, bien c'est ce qui bouillonne là n'est en dernière instance que ceux qui s'abritent dans le crâne humain comme une tempête qui pourrait déborder. Oh, mon esprit, dit Macbeth, scène 2 de l'acte 3, mon esprit est plein de scorpions, ma femme chérie. Oh, full of scorpions is my mind, dear wife. Dear wife, c'est très important ce dear wife, j'y reviendrai un peu plus loin, en plein accord d'ailleurs avec ce qu'a fait Guillaume Béguin à ce sujet. Les ténèbres infernales sont donc le plus intime de notre cœur. Shakespeare, l'œuvre de Shakespeare, est une œuvre qui s'affronte avec une vitalité qui n'est jamais prise en défaut, avec une énergie débordante de vie, comme en cette époque élisabéthaine et dans une ville de Londres qui était particulièrement jeune. Il n'y a pas de population vieille, alors on n'a pas le temps, avec toutes les pestes qu'il y a, ils n'ont pas le temps de vieillir. Donc Shakespeare est une œuvre qui s'affronte sans la moindre illusion à une opacité qui est inscrite au cœur de l'humain. Et c'est ce que la répétition obsédante d'un mot qui revient constamment dans la pièce ne fait que nous montrer. Strange, strange, il y a quelque chose d'étrange, cette étrangeté, c'est ça qui est sans arrêt présent, sans arrêt à l'œuvre dans le récit de Shakespeare. Rappelez-vous le vieil homme qui parle à la scène 4 de l'acte 2, tout ce qu'il a vu dans sa vie et qui est maintenant dépassé, hours dreadful and things strange, des heures terrifiantes, effrayantes, et des choses étranges. Et tout ce qu'il a vu d'étrange dans sa vie n'est rien auprès de ce qui se produit maintenant sous nos yeux. Donc il suffit, je dirais, d'une seule phrase pour condenser tout le sens de la pièce. Un sens qui fait aussi bien non-sens. C'est un point très important sur lequel je reviendrai en conclusion. Quelque chose comme l'absurdité d'une vie dont l'énergie pourtant nous possède. Et cette phrase qui shakes, comme le nom de Shakespeare, cette phrase qui secoue, qui ébranle, Shakespeare, celui qui secoue ici, ici la lance de ses armoiries, et aussi la lance graveleusement évoquée. C'est ce qui shake, ce qui ébranle ici le monde, et il le dit en une phrase qui est digne des présocratiques, une phrase qui est digne d'Héraclite. And nothing is but what is not. Et rien n'est que ce qui n'est pas. Alors, il y a deux personnes qui ont très bien vu ça. C'est mon vieil ami Bernard Schlurich, qui m'avait écrit il y a longtemps quelque chose là-dessus, et Stephen Greenblatt, dans son Will in the World. C'est la phrase qu'ils retiennent. Rien n'est que ce qui n'est pas.
Et c'est capital, ceci. C'est ce qui est déjà sensible dès la première scène avec nos fameuses sœurs fatales, avec les Weird Sisters. On est d'entrée de jeu, le mot est employé dans le fantastical, dans ce qui est le produit d'imagination, ce qui n'a pas de substance, ce qui est simple apparence, ce qui est de la consistance de l'air ou des ombres. Et dans la suite, notez d'ailleurs le contraste entre Macbeth, qui est capable, nous dit-on, d'affronter sans peur face aux Norvégiens. C'est le récit du combat initial où c'est illustré. Il affronte sans peur face aux Norvégiens les carnages, les images atroces des carnages qu'il est en train de produire. Il produit dans sa conduite de chef de guerre, il fait surgir sans arrêt devant lui the strange images of death, des images étranges de mort, toujours ça, étrange. Et ça, il n'en a pas peur. Donc il peut susciter le pire, l'horreur, l'atrocité absolue, ça ne lui fait pas peur. Il ne tremble pas dans la vue du sang, il y a quoi que ce soit. Mais en revanche, il y a une autre étrangeté, l'étrange qui nous vient des instruments of darkness, qui nous vient des agents des ténèbres, des opérateurs, des ministres des ténèbres. Et ça, face à cela, il y a quelque chose qui est, devant ces vérités menteuses auxquelles je faisais allusion, quelque chose qui le fait reculer. Rappelez-vous ce thème impérial, cette promesse de devenir roi, qui le sollicite de façon surnaturelle. Ce thème impérial, d'où sort-il? Ce n'est pas les sorcières qui lui insufflent ça. Il le porte comme une ambition intime au plus profond de lui-même. Et là, quand il voit ça lui être rejeté devant la face par les sorcières, alors ses cheveux se dressent de terreur, se hérissent sur sa tête, nous dit-il. C'est une hideuse image, des horrible imaginings, d'horribles imaginations. C'est une thought, c'est une pensée qui l'obsède, qui l'assaille, une pensée de meurtre, où le meurtre n'est encore que fantastical, le meurtre n'est encore qu'irréel. Mais ça suffit à venir secouer, shake, à venir ébranler ce qu'il appelle le bon gouvernement de son état d'homme, the state of a man. C'est comme si le gouvernement d'un pays, c'était au fond celui qui, au niveau du microcosme de l'homme, régnait par l'ordre de sa raison en lui-même. Eh bien, ce gouvernement de soi, ce bon gouvernement de soi, il est totalement ébranlé par ces horrible imaginings, par ces visions hideuses. C'est cette bouffée d'inconsistance, bouffée qui est venue du fond de lui-même et qui est pourtant la seule chose qui soit en lui, c'est cela qu'il découvre avec un rejet d'effroi. Eh bien, ce qui n'est pas, ce qui est de la seule étoffe des rêves, des songes, des désirs. Rappelez-vous la phrase de Macbeth, « Astres, éteignez-vous pour ne pas voir my black and deep desires, mes désirs noirs et profonds. » Eh bien, ce qui est de la seule étoffe des rêves, c'est cela seul qui est. C'est ça que nous dit cette phrase. Et alors, dès lors, la pièce tout entière pourrait se lire comme les projections, comme les facettes d'un même esprit, d'un seul esprit, d'une unique personne, hantée par des désirs innommables ou inavouables. Les sœurs fatidiques n'ont fait que figurer son appétit de puissance, son désir de meurtre. Mais l'acte 1 qui commence avec elle se termine sur qui? Sur Lady Macbeth. Les deux se répondent. Vous avez d'abord les sorcières et vous avez Lady Macbeth à la fin. Et que fait-elle? Elle est en train de lire, scène 5 de l'acte 1, la propre lettre de son mari, comme si elle n'était elle-même que la figure de sa détermination meurtrière. « Viens vite, dit-elle en pensée, pour que je puisse infuser en toi, pour verser dans ton oreille, t'y insuffler my spirits, mes esprits. » On est dans le domaine des esprits comme les sorcières elles-mêmes. Et elle le dit superbement, parce qu'évidemment, c'est un texte d'une richesse poétique extraordinaire, Macbeth. Elle le dit superbement, « La grande affaire de cette nuit, dit-elle, nous livrera pour toutes nos nuits et nos jours à venir
sovereign sway and masterdom, la puissance souveraine et la domination. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'il porte en lui dans son cœur. Et elle ne fait qu'exprimer ce qu'il porte, lui, au fond de son cœur. Seulement, elle sait qu'il le veut, mais elle sait aussi qu'il n'ose pas le vouloir. Il a l'ambition arrivée au cœur, mais il lui manque une chose, the wickedness, la illness, la malignité du mal, hein, le mal, evil, ce qui va avec. Si tu veux ce pouvoir, il y a evil, il y a ça. Tu ne peux pas t'en séparer, tu dois l'admettre. Et on a ça avec... Donc Lady Macbeth n'est au fond que la projection de lui-même, comme les sorcières. Et Banquo lui-même, qui est-il? Là aussi, on pourrait le lire, et Guillaume Béguin me rappelait, surtout chez Heiner Müller, c'est ce qui se passe, chez Ionesco, on pourrait le lire comme également l'alter ego de Macbeth, qui est aussi hardi que lui, qui bénéficie aussi de la prophétie, mais ce Banquo que Macbeth craint, comme Marc-Antoine, dit-il, pouvait subir l'ascendant fascinateur de César Auguste. Mais c'est donc une part de lui-même. Hein. L'autre part, celle qui garderait la rectitude, la loyauté. Et dans ce sens, je lirais volontiers Macbeth comme une nouvelle psychomachie, comme on disait à l'époque du grand Prudence et de la grande poésie latine médiévale, n'est-ce pas? La psychomachie, le combat de l'âme, le combat, c'est la première formulation de la psychanalyse, n'est-ce pas, la psychomachie. Il y a au sein de l'âme un combat, alors que, évidemment, les théologiens appelaient entre les vices et les vertus, on est au partage de la nuit la plus noire et du jour qui est prêt à s'effacer. Good things of day begin to droop and drowse, while nice black agents to their praise do rouse. Les bonnes choses du jour commencent là à s'assoupir et à s'endormir, tandis que les agents noirs de la nuit sont déjà prêts à se lever contre leur proie. Et parce que c'est un combat, c'est donc une scène de théâtre. C'est la mise en scène d'une lutte, d'un agone. Et parce que c'est un théâtre intérieur, c'est aussi l'inconsistance des ombres. Et là, je reprends toujours cette phrase, Life's but a walking shadow. La vie n'est qu'une ombre qui passe, une ombre ambulante. C'est un théâtre d'ombre porté sur l'écran, comme sur la paroi de la caverne platonicienne. Mais attention, le mot de shadow, c'est aussi le mot qui, à l'époque de Shakespeare, bon, il faut faire pas mal de lexicologie pour s'en apercevoir, c'est le mot qui désigne l'acteur. Ce pauvre player, comme il dit, ce pauvre acteur, dit pour player, qui se rengorge et qui s'épuise aussi bien sur la scène, on the stage, et puis dont on n'entendra plus parler après. Ce combat, eh bien, le monologue de Macbeth l'illustre de façon significative. Il y a à la scène 7 de l'acte 1. Attention, c'est très complexe, parce que Macbeth, il ne faut pas oublier cela. Il y a deux raisons qui le retiennent sur la voie du crime. D'abord, la raison cynique, la rétorsion du crime des ici-bas. On sait très bien que qui conquiert les choses par l'épée périra par l'épée. Ça se retournera contre l'usurpateur. Sans quoi, dit-il, j'aurais volontiers hasardé, c'est le pari de Macbeth, j'aurais volontiers hasardé ma vie à venir, c'est-à-dire la vie éternelle, pour ce crime. Et puis, de façon moins... Ça le retient d'abord. Et puis, de façon moins cynique, plus morale, enfin tout de même, Duncan est son hôte. Il y a les lois sacrées de l'hospitalité. Duncan est son parent. Il y a les liens du sang. Duncan est son roi. Il y a les paroles qui engagent dans la féodalité auprès du Seigneur. Et en plus, il est roi loin du Seigneur. Donc, c'est un sacrilège de porter atteinte à un sacrement. Et enfin, c'est un roi bon, un roi vertueux et bienveillant. Alors dit Macbeth, la pitié, de pity, se dresse devant mes yeux. Il y a quand même quelque chose qui le fait basculer à ce moment-là. Et ce qui le fait basculer, c'est justement sa part maudite, enfin la part maudite qu'il porte en lui, et qu'incarne ici sa femme, à la fin de la scène 7. Et là, on voit qu'elle n'est pas seulement, et ça c'est un point important, elle n'est pas seulement, comme je disais à l'instant, l'autre voix maléfique de son esprit, mais elle est aussi l'autre d'un véritable couple, et qu'il chérit, comme il l'appelle, comme la partenaire de sa grandeur, the
partner of my greatness, et qu'il appelle aussi précisément, en la préservant d'en savoir plus pour la protéger à un moment donné quand il va commanditer le meurtre de Banquo, et qu'il appelle ici Dearest Chuck. Dearest Chuck. Alors, il y a des tonnes d'encre qui s'écrivent là-dessus aussi. Bon, Dearest Chuck. Alors, évidemment, on traduit, bonne foi, je comprends, il traduit ma colombe. Oui, c'est pas ma colombe, c'est mon poussin chéri, c'est ça qu'il dit à sa femme à ce moment-là. Et il y a cette intimité véritable entre eux. Il y a ces mots d'amour entre Macbeth et sa femme. Et Guillaume Béguin a parfaitement raison de vouloir ici présenter, au fond, le couple de l'homme et de la femme, et d'en faire aussi une histoire d'amour. Mais alors, elle sait admirablement utiliser l'argument qui fait mouche, hein. L'argument qui frappe là où ça fait mal, la virilité de l'homme. « Es-tu un homme ?» lui dit-elle quand elle le voit hésiter. Hein. Ah oui, alors, vous étiez un homme. Hein. Et bien maintenant, tu peux encore devenir plus qu'un homme si tu le veux. Et ça sera encore dit plus tard à Rioman, quand il est encore glacé d'effroi devant le spectre de Banquo. Lui, le combattant sans peur dans le carnage immonde de ses ennemis, lui qui recule maintenant face à lui-même, face à de purs fantasmes, de pures fantasmagories. Ça rappelle d'ailleurs, vous savez, cette question qu'elle s'adresse à lui et qui au fond le fait basculer, la situation fondamentale, initiale de Tristan et Iseult, enfin dans les légendes celtiques, c'est une gaïs, on jetait comme ça une injonction ou un sort. C'était comme une sorte d'obligation, en jouant aussi sur la virilité du personnage. Et c'est comme ça que Tristan, qui n'aime pas Iseult au départ, est obligé, enfin dans Diarmaid Crane, est amené à l'enlever et à l'arracher à la femme du roi Marc, qui était aussi le roi, le parent et le bienfaiteur. Cette question, hein, es-tu un homme, ça donne son poids d'humanité à la tragédie de Macbeth. Il y a d'abord, première trace de cette humanité, cette hésitation qui est la sienne, que j'ai mentionnée à l'instant, entre le mal et le bien. C'est indécis au départ. Il y a des choses qui le raccrochent encore à la pitié et au bien. Et puis maintenant, c'est la vie du couple d'un amour plus fort que la mort ici, qui les entraîne tous deux dans la même volonté de domination et de puissance, exacerbée dans la virilité. Et puis on verra après, tout à fait à la fin de la pièce, le sentiment de l'absurde de toute vie, cette désidéalisation qui est fondamentale dans toutes les pièces de Shakespeare, ce rejet de toutes les illusions humaines. Ça n'empêche quand même pas Lady Macbeth d'incarner cette autre part de lui-même, maudite cette fois que j'indiquais au début, et il y a quelque chose qui le vérifie, c'est la disparition de Lady Macbeth au fur et à mesure de la pièce. Au fur et à mesure que Macbeth s'enfonce dans le crime, il s'endurcit dans le crime. Et elle disparaît aussi bien. Elle qui emporte dans sa crise de folie et de somnambulisme, puis son suicide, toute la part de remords dont il s'est désormais entièrement débarrassé, endurci qu'il est de crime en crime. Du crime contre Duncan, ça, il hésitait. Puis contre Banquo, et Banquo, il est saisi de remords. Donc, là encore, il y a quelque chose qui le travaille, qui le tenaille. Et dans les deux cas de Duncan ou de Banquo, ce sont des images qui s'emparent de lui. On est toujours dans le fantasme. L'image du poignard ensanglanté dans les airs. Alors, bon, Polanski le fait figure, évidemment, ce poignard ensanglanté. Ou bien le ghost, le fantôme, le spectre, ici, qui est assis à sa place au centre de la table. Vous imaginez l'effet de sidération qui est la sienne. Personne ne le voit, mais lui le voit. Et donc, il est glacé de terreur et il sombre dans une sorte de démence. Il perd l'esprit. Macbeth, ne l'oubliez pas, avec son premier meurtre, et il le sait, a assassiné le sommeil. Il ne connaît plus le sommeil. C'est l'expression qui a été employée. Il a tué, et la murder, il a tué le sommeil. D'où la valeur aussi de ces coups qui frappent à la porte justement du portier de l'enfer, et qui plongent dans l'épouvante la scène tout entière. Mais c'est rien, mais tout ça c'est rien auprès du troisième crime. Celui qu'on n'ose pas en général, ça ici on l'a fait, mais qu'on a souvent refusé de représenter sur scène, le meurtre des innocents. Enfin, l'insoutenable meurtre sur scène de la femme et du fils et des enfants.
C'est juste après la disparition du spectre de Banquo, et là, brusquement, au moment où Banquo a disparu, Macbeth dit à sa femme, I am a man again. Ça y est, je suis un homme de nouveau. Plus que jamais résolu au bain de sang. I am in blood, stepped in so far. Strange things I have in head. Je suis allé j'ai marché si avant dans le sang que je ne peux plus reculer. J'ai d'étranges choses dans ma tête. Mais cette fois, il peut dormir. Elle lui dit, allons dormir, tu as besoin du sommeil. Et il va dormir. Et il dit très justement, ce qui m'a jusqu'ici abusé, cette strange self-abuse, cette tromperie que je me suis faite à moi-même, étrange, c'est simplement la peur du début, quand on est un criminel novice. Et ça va s'endurcir. J'en ai vers 142, 144 de la scène 4 de l'acte 3. Désormais, il est, si je puis dire, dans un au-delà de Lady Macbeth, qui peut disparaître. Elle qui est saisie de la maladie de l'esprit, qui s'avance dans la nuit, les yeux ouverts, mais fermés à la sensation. Première scène de l'acte 5. You see, commente le docteur, la suivante. Her eyes are open. Il lui dit, hi, oui, but their sense is shut. Ses yeux sont ouverts, mais la perception, la sensation est fermée. Je crois que c'est ce passage qui a inspiré le titre du film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés, faisant la contraction de ces deux répliques de Shakespeare en une seule. Cette maladie-là, dit le médecin, n'est pas curable par aucune médecine, aucune drogue. Elle n'est curable que par le malade lui-même. C'est au malade lui-même de se traiter. The patient must minister to himself. C'est le patient qui doit ici s'administrer ça à lui-même. Il n'existe pas de médecine pour cela. Et alors que fait Macbeth? Macbeth dit dans ce cas, je rejette médecin, médecine, et il fait désormais bloc intégralement avec ce qu'il faut bien appeler son instinct de mort, ses pulsions de destruction. Il ne s'en tient qu'aux pièces de son armure pour l'ultime combat. Et il appelle alors celui qui est son âme damnée, Satan, S-E-Y-T-O-N. Mais Satan, en anglais, ça se prononce comme le nom de Satan, Satan. Donc en fait, il appelle Satan. Vous ne pouvez pas échapper à Satan dans cette pièce. Il est là d'un bout à l'autre. L'affaire est entendue. Quand la reine est morte, il n'a plus aucune émotion humaine. Et d'ailleurs, il dit, bah oui, elle devait bien mourir un jour, hein, et le temps devait bien arriver d'une telle annonce. Voilà, passons à autre chose, maintenant, à la bataille, au combat, au sang. Nous avons ici quitté toute humanité. Cette humanité que connaît Shakespeare, cette humanité qu'invoquait la femme de Macduff. Lorsque elle s'indigne que son mari Macduff l'ait abandonnée, la laissant sans protection entre les mains de Macbeth, hein, pour aller là-bas chercher du secours auprès du roi d'Angleterre. « Il ne nous aime pas, dit-elle de son mari, c'est pas possible qu'il ait fait ça, pas possible qu'il nous ait laissés. Il lui manque, alors ça c'est magnifique, the natural touch, il lui manque cette touche d'humanité, hein, natural touch, c'est ça qui lui manque, cette touche d'humanité que Shakespeare connaît très bien et dont il connaît les fondements. Ce que précisément Malcolm rappelle à la scène 3 de l'acte 4. Wife and child, those precious motifs, those strong knots of love, femme et enfant, ces raisons précieuses, ces nœuds puissants d'amour. Voilà, c'est ça l'humanité. Shakespeare le connaît parfaitement. Et Macbeth est une pièce qui ne cesse de bafouer justement cette humanité. Ce qui nous mène alors à la question centrale que je me posais dans cette pièce. Ce qui finit par caractériser Macbeth, frappé d'humanité, qualifié de unnatural, c'est son identification totale à la destruction. Déjà, Lady Macbeth disait « Il est plus sûr d'être ce qu'on détruit, which we destroy, que de devoir par la destruction, vivre dans la crainte. » Et cette destruction, c'est celle que Macbeth répond autour de lui, ce qu'il appelle
the fate of that dark hour, le destin de l'heure ténébreuse, à savoir la mort. Et Macbeth ajoute à ce moment, au propos de sa femme, puisse que l'édifice du monde, the frame of the world, que la charpente du monde se disloque, que la terre et le ciel pâtissent, both worlds, les deux mondes, plutôt que de devoir manger dans la peur et dormir secoué par des songes terribles. Que périsse le monde, que soit détruite la création elle-même. C'est ça le vœu complet de destruction que porte en lui Macbeth. Et cette question, je dirais Shakespeare est quelqu'un qui a su ouvrir dans le cœur humain un espace de ténèbres dont la raison n'est jamais clairement indiquée dans ses pièces. Cette opacité, elle se marque dans tous ses drames. Quelle est la motivation profonde de Macbeth? Car il y en a une. Cet espace de ténèbres, ça peut être aussi dans Songe d'une nuit d'été, un royaume de féerie nocturne qui s'efface dès que le jour arrive. C'est pas comme dans Macbeth. Dans Macbeth, la nuit a recouvert la vie entière. Eh bien, on peut y répondre. Le texte nous laisse des indices, et une moisson étonnante d'indices, le fil rouge qui court tout au long du drame, et par quoi je vais conclure. Je crois que Guillaume Béguin l'a parfaitement saisi après la préface remarquable d'Yves Bonnefoy à sa traduction de Macbeth. C'est la question de l'enfant. L'enfant, la question d'un couple qui n'a pas d'enfant. Et ça court comme une obsession qui vire au meurtre au long de la pièce. La première chose que dit Macbeth à Banquo, c'est « Your children shall be kings ». C'est « Vos enfants seront rois ». Et Banquo lui répond « You shall be king ». Mais vous serez roi vous-même. Mais c'est toute la différence. L'un n'a pas d'enfant et tue pour être roi, l'autre est tué, mais ses enfants seront rois. C'est le chiasme fondamental, initial de la pièce. Et puis il y a les métaphores de la maternité. Du lait, deux fois ça revient. Lorsque Lady Macbeth, lisant la lettre de Macbeth et craignant sa faiblesse, ajoute « Ta nature est trop pleine du lait, milk, of the human kindness, de l'humaine tendresse. » Mais oui, il y a de la kindness en Macbeth, si vous n'étiez pas aperçu. C'est dit, n'est-ce pas, clairement. Elle le sait. Il y a de la tendresse dans ce monstre en devenir. Et un peu plus loin, quand nous sommes aux confins de l'atroce, dans la dénaturation d'une mère, « J'ai allaité, dit-elle, et je sais comme il est doux d'aimer le bébé qui tète mon lait. » Eh bien ça, même ça ne m'aurait pas empêché de lui arracher mon tétin de ses molles gencives et de lui faire éclater la cervelle si j'avais fait le même serment que toi, Macbeth. Ah, il y a quelque chose qui joue against nature, il y a quelque chose qui joue contre la nature. Et puis, à l'acte 3, revient avec insistance. Banquo s'interroge. « Mais je serais donc bien de Wood, la souche et le père de nombreux rois ?» Et Macbeth, qu'est-ce qui le détermine à faire tuer Banquo? Et justement, Banquo a été salué dans la scène 1 de l'acte 3, a été salué comme le père d'une lignée de rois. Et Macbeth dit, mais sur ma tête sera placée a fruitless crown, une couronne inféconde, sans fruit. J'aurai au point a barren scepter, un sceptre stérile. Appelez-vous aussi la valeur sexuelle du symbole du sceptre, n'est-ce pas? C'est stérile, ça ne donnera aucune descendance, rien. No son of mine succeeding. J'aurais fait tout ça et aucun fils issu de moi pour me succéder. J'aurais donné à l'ennemi de l'homme, à Satan, j'aurais donné le joyau de mon âme, le joyau de mon âme éternelle. Et je lui aurais donné tout ça pourquoi? Pour faire des rois de la semence, seed of Banquo. Donc vous voyez très bien toute cette métaphorie qui est là, qui est présente d'un bout à l'autre. Alors, que fait, comment agit avec une cruauté apparemment gratuite Macbeth? Déjà, c'est Lennox qui persifle, il a voulu charger les fils de Duncan du meurtre de leur frère, et de leur père, et pourquoi pas aussi Fléance du sien. Mais Macbeth va ajouter ici le crime le plus terrible. Lorsque, rappelez-vous, la fantasmagorie des sorcières a eu lieu, elle a suscité la troisième vision des sorcières, c'est la vision de l'enfant couronné, donc du jeune Malcolm.
Et la vision vient ensuite de la série des rois, des 8 générations des fils de Banquo. L'acte de Macbeth va donc consister à faire passer au fil de l'épée la famille de Macduff, his wife, his babes, dit le texte, son enfant, sa femme, ses enfants. Et mère et fils, Son, on l'appelle simplement Son, il n'est même pas nommé. Il n'est nommé que parce qu'il est le fils. Et là, l'insoutenable se produit. Il est assassiné en pleine scène, alors qu'il a montré sa présence d'esprit, sa vivacité, son courage. Il est poignardé sur scène, brisé comme l'œuf, comme l'espèce d'œuf que lui jette à la figure comme une injure son meurtrier. C'est le climax de l'horreur. Je dis que si Freud a écrit sur le fantasme « on bat un enfant », avec Macbeth, l'horreur s'est désignée ainsi « on tue un enfant », de façon apparemment gratuite. Shakespeare va alors introduire, et ça c'est bien le signe même que c'était là la clé de l'affaire, il va introduire dans sa pièce quelqu'un qui n'était pas dans la chronique de Holinshed, le fils du valeureux et redoutable Siward, le jeune Young Siward, pour qu'il soit tué lui-même à la fin. Le dernier geste de Macbeth, c'est de tuer un fils, alors que Macbeth va justement mourir, comme si on ne pouvait pas séparer le destin de Macbeth, la destinée de Macbeth de celle, sa signature même, de tuer, d'assassiner un enfant. C'est ça, je dirais, cette malédiction ici qui marque Macbeth. Lorsque Macduff, qui a laissé tomber cette phrase accusatrice, laisse tomber une phrase accusatrice lorsqu'il apprend le massacre des siens, de ces pretty ones, de ces petits poulets, comme il dit, avec leur mère, il a cette phrase terrible. He has no children. Macbeth, c'est ça. C'est celui qui n'a pas d'enfant. Celui qui tue le fils de l'autre est maintenant celui qui n'a pas d'enfant. Et pour souligner sa monstruosité, parce que la monstruosité, elle est là. On évoque même une nouvelle Gorgone à la scène 3 de l'acte 2. On évoque même l'image du jugement dernier, de Great Doom, à la scène 3 de l'acte 2. Et que disait l'oracle ambigu ? La sorcière avait prophétisé qu'il n'aurait rien à craindre de quiconque est né d'une femme. Alors, quand il voit arriver le petit Malcolm, il se dit, mais was he not born of a woman ? Le Malcolm lui-même, qu'ai-je à le craindre ? N'est-il pas né d'une femme ? Je n'ai rien à craindre. Il devait périr de la main d'un homme qui ne serait pas né d'une femme. Un homme qui ne serait pas né d'une femme est donc un homme qui serait né contre nature, tout comme les actes de Macbeth sont des actes contre nature. Il faut donc une mort qui soit à la hauteur du contre nature qu'il incarne à ce moment-là dans sa volonté de destruction. D'où la seconde apparition. La troisième, c'est l'enfant couronné, mais la seconde apparition, c'était un enfant tout sanglant, a bloody child. Et ce n'est pas un enfant assassiné, l'enfant tout sanglant. C'est l'image de celui qui est arraché au ventre de la mère, quand on lui décousit le ventre, n'est-ce pas ? C'est Macduff lui-même. Macduff qui vient alors, lui, père de l'enfant Son que Macbeth avait fait assassiner, c'est lui qui vient tuer Macbeth. Macduff was from his mother's womb, untimely ripped. Macduff avait été arraché avant terme au ventre de sa mère. C'est cette malédiction du couple stérile, renvoyé à son néant dans le devenir humain, qui s'est retourné tout au long de la pièce en une pulsion de mort, en une volonté de destruction, au bout de l'ambition effrénée et vaine du pouvoir absolu, jusqu'à ébranler, comme s'il le fallait, tout l'édifice du monde, toute la création du monde. C'est le principe de cette Dionysus, cet horrible, l'horrible familier de mes pensées de meurtre qu'avoue Macbeth, qui lui fait prononcer alors ces mots désabusés, les mots qui résonnent de la plus haute poésie au moment qui est au fond le pire. Toute la déréliction de l'homme s'exprime quand Satan lui apprend le suicide de la reine. Out, out, brief candle. Va-t'en, disparu, cette éphémère chandelle. Eh bien oui, Elton John, pour Lady Di, s'est rappelé précisément de ce passage de Shakespeare, comme Kubrick s'était rappelé d'un autre passage de Shakespeare. Et il continue. Life's but a walking shadow. La vie n'est qu'une ombre qui passe. A poor player, un pauvre acteur, that struts and frets
his hour on the stage, qui se rengorge, qui s'épuise pendant l'heure où il est sur la scène, and then is heard no more, et ensuite qu'on n'entend plus parler de lui. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. Tiens, c'est un conte que raconte un idiot plein de bruit et de fureur. Alors, troisième, Faulkner maintenant, qui utilise notre Shakespeare. It is a tale told by an idiot, signifying nothing, et qui n'a aucun sens, qui ne signifie rien. La vie humaine ne relève d'aucune providence, d'aucun dessein divin. C'est un simple d'esprit, un fou, quelqu'un qui est détraqué du cerveau, qui en récite le conte, qui en fait la narration. La vie est un conte, non pas de fait, comme dans le songe d'une nuit d'été, mais un conte écrit en dépit du bon sens. Un conte qui est un pur et simple non-sens, un hasard désordonné. Le ciel est vide, comme pour le roi Lear à la fin du roi Lear. Mais c'est quand même pas Pindare, c'est quand même pas L'homme et le songe du nombre pour dire l'inconsistance humaine, parce qu'il y a une autre référence, c'est celle sur laquelle je vais conclure, et qui va de nouveau rendre indécise la conclusion que je venais d'avoir. C'est en effet, ce passage est aussi emprunté à son écho dans la sagesse de Salomon, dans le Liber Sapientiae. Je parle latin parce qu'il n'y a que ça qui est beau. Et transibit vita nostra tamquam vestigium et sicut nebula dissolvetur quae fugata est. Et notre vie, vita nostra, transibit, passera, tamquam vestigium nubis, comme les traces d'un nuage. Et sicut nebula, et comme un brouillard, dissolvetur, sera dissipé, comme un brouillard qui s'enfuit, ce que chassent les rayons du soleil. Quae fugata est a radiis solis et a calore aggravata, et qu'abat la chaleur. Et nomen nostrum oblivionem accipiat per tempus, et notre nom tombera dans l'oubli avec le temps. Et nemo memoriam abebit operum nostrum, et nul ne se rappellera nos travaux. Umbra enim transitus est tempus nostrum. Oui, nos jours sont transitus, le passage du nombre, umbra et transitus. Pas la peine de chez Pindare, c'est chez Salomon que ça se trouve. Et ça se retrouve dans les psaumes, ça se trouve dans la Bible du King James, qui paraît en 1611, donc 5 années après notre Macbeth. Our life shall pass away as the trace of a cloud and come to naught, as the mist that is driven away with the beams of the sun. For our time is a shadow that passeth away, and after our end, there is no returning. Et puis ça se trouve dans le psaume 39,7, dans le psaume 144,7, etc. Je vous passe ces lectures pieuses. Seulement, si c'est des lectures pieuses, si la parole de la sagesse résonne aussi à l'arrière-plan de cette déréliction totale où se trouve aussi bien Macbeth que le roi Lear, alors serait-ce comme en creux, comme un appel à connaître ce qui fit de l'homme une image de la nature divine, quand c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans ce monde, oui. Est-ce que ça signifie ça pour Shakespeare, ce catholique caché, comme on sait, à la cour d'Angleterre? Est-ce que c'est parce que le passage de la sagesse dénonce le discours de l'impiété? C'est-à-dire que Shakespeare est en train de citer ici un passage où justement le discours de l'impiété est dénoncé dans la sagesse de Salomon. Ce qu'on traduit, dans ce cas, nous restons dans l'indécidable du sens de la pièce. The night is long that never finds the day. Cette phrase, on l'a traduit, on ne sait pas comment la traduire. Desprats l'a traduit, il n'est si longue nuit qui ne trouve le jour. Oui, il va vite là, dans le souhait. Bonnefoy traduit, trop longue est la nuit qui cherche en vain le jour. Et Pierre-Jean Jouve traduisait plus sombrement, elle est longue la nuit qui jamais ne trouve le jour. Je vous laisse le choix.